Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner, qui est une vidéo un peu particulière parce que j'en ai jamais tourné de ce type. Je vais revenir sur l'évolution de mon style depuis que je suis enfant. J'ai retrouvé des petites photos, des petites pépites, j'ai eu une espèce d'introspection. Le quart d'heure psychanalyse, vous inquiétez pas, ça va pas durer. J'ai eu une petite introspection et je me suis dit que c'était intéressant en fait de voir comment est-ce que la mode avait fait partie du développement de mon identité ou au moins d'un processus identitaire pendant la première partie de ma vie. Et ça m'a inspiré des réflexions plus vastes que ça qui peuvent s'appliquer à plus de monde, je pense, et pas que à mon propre cas. Je me suis rendu compte qu'il y avait 3 périodes qui se dessinaient. Donc d'abord l'enfance, vraiment les années de l'école primaire. Ensuite ce que j'appelle la préadolescence, les années de collège et l'adolescence plus aboutie on va dire, c'est-à-dire les années de lycée. L'idée c'est un peu de développer pendant ces 3 périodes différentes un rapport à la féminité qui a été complètement différent en fonction de mon âge en fait, et qui est un rapport qui est aussi façonné par la culture esthétique et visuelle dans laquelle j'ai baigné, dans laquelle nous avons tous baigné, parce que nous sommes le produit d'un ancrage culturel et social et d'un héritage historique aussi. Et je voulais voir un peu, essayer de démêler comment est-ce que la mode m'avait permis moi à me trouver ou au contraire à me détester parfois aussi, et comment est-ce que ça évolue en fait en fonction de son âge, mais aussi en fonction de la perception de cet idéal de féminité qu'on cherche à atteindre nous les filles quand on grandit ou pas justement. That's the question. Nous pouvons commencer sans plus tarder. Pendant mon enfance, il y a eu un peu deux facettes de ma personnalité qui se sont retrouvées au travers de la mode. J'étais à la fois une enfant princesse, charmante, et une enfant complètement déjantée et tarée. D'abord, j'avais envie de parler de ce côté princesse, parce qu'en fait, j'étais une enfant qui portait que des jupes, que des robes, qui adorait le rose, c'était ma couleur préférée, et j'étais vraiment l'enfant, la petite fille caricaturale. J'avais envie de porter du maquillage très vite, très tôt, dès qu'on faisait des repas de famille ou qu'il y avait un peu des événements. Je tannais ma mère pour pouvoir porter du maquillage, je portais tout le temps des bijoux, je me faisais tout le temps des bijoux en perles, j'en accumulais sur les poignets. Pour moi, le grand plaisir de ma vie, c'était d'aller chez Claire's, de m'acheter du faux maquillage et des boucles d'oreilles pendantes. Pour moi, ça, c'était le top, le must, c'était la féminité. Et je pense que c'est d'abord en partie dû à la vision justement de la féminité que j'avais. J'ai eu un exemple de féminité de ma mère d'abord qui était très naturelle. Ma mère, surtout quand on était plus jeune, portait très peu, voire pas du tout de maquillage. C'est quelqu'un qui avait un style bohème, qui était pas du tout dans un délire femme qui portait des talons et tout, pas du tout. Alors que j'avais aussi l'exemple inverse, l'exemple de ma grand-mère paternelle qui elle était une férue de mode, qui travaillait dans une boutique de mode et qui m'a valu mes premiers souvenirs fashion, puisque c'est chez elle que j'ai commencé à me maquiller, à porter des talons pour rigoler en faisant des défilés dans son couloir, etc. J'étais assez fascinée par toute cette vision assez caricaturale de la féminité. J'adorais aussi tout ce qui était kitsch. J'ai encore ce goût du kitsch. D'ailleurs, je me tâte à faire une vidéo sur le kitsch et la mode parce que j'adore, vraiment j'adore, ça me parle. J'adorais tout ce qui était scintillant, tout ce qui était paillettes. Et en fait, je faisais de la danse. J'ai commencé la danse très jeune et la danse me permettait lors des spectacles de me métamorphoser en cette espèce de créature surmaquillée. Pour moi, l'emblème de la féminité à cette époque-là, c'était le sac à main. Et c'est dingue parce que le sac à main est un accessoire qui véhicule un certain nombre d'idées et de symboles assez impressionnants quand on commence à y réfléchir. Au collège, j'empiète un peu sur la partie d'après, il y a quand même eu ce moment où on jugeait de si une jeune fille pouvait devenir ado. C'était le moment où elle allait troquer son vieux sac à dos pourri pour un sac à main. Le sac à main était vraiment l'emblème d'une féminité amorcée, d'un pied mis dans l'adolescence. Pour les filles, c'était hyper symbolique en fait. Le moment où t'achètes ton premier sac à main, c'est un peu le même moment où t'achètes ton premier soutif. C'est limite un chemin de croix qu'il faut pouvoir faire. Et moi, quand j'étais enfant, ça me vendait du rêve. Et donc, à chacun de mes annives, je demandais des sacs à main. L'obsession. Et en fait, c'est assez intriguant de se rendre compte de ça parce que le sac à main, concrètement, c'est quoi? C'est pas pratique. Ça cause beaucoup de problèmes de dos, surtout quand on commence à les porter aussi jeune que à la préadolescence en fait. Et c'est encore une forme de féminité caricaturale qui est assimilée à l'entravement du corps de la femme, au fait qu'on interdise une liberté de mouvement aux filles, alors que les mecs, ils peuvent courir comme des dératés avec leur sac à dos, et ça ne va en rien questionner le fait qu'ils aient entamé leur adolescence ou pas. Très rapidement, en étant enfant, je me suis prêtée au jeu de la mode, au jeu des métamorphoses. Comme je vous l'ai dit, la
danse, ça me permettait d'entamer ça. Et en fait assez vite j'ai commencé à faire des photos de mode avec ma sœur. C'était pour s'amuser, on faisait des shootings etc. Et en fait ce qui me plaisait là-dedans c'était vraiment de pouvoir me mettre en scène, mon apparence. Et lors de ces shootings photos, il n'y avait plus vraiment de limite. La barrière qu'on m'imposait parce que j'étais une enfant dans la vraie vie, dans la vie normale, eh bien elles étaient évincées lors de ces shootings parce que c'était des moments de fiction, parce que c'était pas la vraie vie, que c'était des images qu'on créait mais qui n'avaient rien à voir avec la personne que j'étais en fait. Et ça me permettait en fait de justement de pousser le jeu de la féminité un peu plus loin, un peu plus à l'extrême, parce que je me maquillais lors de ces shootings, parce qu'on travaillait les tenues, c'était hyper travaillé. Et même si c'est plein de tendresse, parce que c'est lié à des souvenirs d'enfance, je me rends compte que c'était quand même pour moi lié un peu à une fabrique de la féminité que je voulais absolument entamer mais qui m'était impossible parce que j'étais trop jeune. Et pourtant c'est très paradoxal parce que le contexte un peu culturel dans lequel j'ai évolué qui, je pense, m'a induite sur cette piste de j'ai envie d'être une femme alors que j'étais enfant, c'est un contexte d'hypersexualisation des jeunes filles. Quand j'ai commencé à réfléchir à cette vidéo, ça m'a vraiment fait tilt parce que les images qui me faisaient rêver, c'est tous les éditos dans les magazines dits féminins et notamment un édito dont je me rappelle particulièrement dans Vogue Paris en 2010 avec Thylan Blondeau qui à l'époque devait même pas avoir 8 ans en fait. Cet édito avait fait vachement parler de lui parce que Thylan Blondeau était surmaquillée, elle était surféminisée, elle était sursexualisée alors que c'est qu'une enfant en fait. Et c'est impressionnant de voir que c'est un mécanisme de glamourisation de l'enfance des jeunes filles qui va créer des mini Lolita. Et le phénomène mini Lolita est réel et vrai, ça donne envie aux petites filles de se maquiller, de faire comme maman, mais en même temps ça crée une espèce de rapport malsain au corps des petites filles, hein. Mais aussi des petites filles vis-à-vis d'elles-mêmes, parce que comme ça on grandit en sacralisant la beauté des femmes, en se disant plus tard il faut que je sois belle parce qu'il faut que je sois une femme et pour être une femme il faut être belle. C'est ce genre de logique à laquelle on nous prépare en fait déjà dès l'enfance, et attendre cette féminité qu'on aimerait tant quand on est enfant, c'est déjà se projeter dans un soi qui n'est fait que d'apparence. C'est se dire quand on est petite que sa valeur va être calculée en tant que femme sur son potentiel de beauté et de séduction. Bien sûr, notre société a vu un créneau là-dedans et a investi ce marché à fond parce que désormais on peut acheter des parfums pour enfants, des déos pour enfants, des soutiens-gorge, de la lingerie pour enfants, pour petites filles, du maquillage pour enfants, des talons pour enfants, tout le phénomène minimis, c'est concrètement c'est que ça, hein, c'est de l'hypersexualisation des petites filles, mais il y a aussi un côté pervers dans tous les jeux qu'on donne aux petites filles. Moi je me rappelle que je jouais vachement aux Bratz, qui sont quand même des poupées mais hyper sexualisées. Je me rappelle aussi d'un shooting de Elle Fanning dans Marie Claire en 2012, elle devait avoir 12 ou 13 ans. Ce shooting je l'avais trouvé magnifique, je la trouvais trop belle, le style et tout, j'avais adoré. Et quand j'avais découvert son âge, donc 12 ans, et moi j'ai le même âge qu'elle, hein, on est toutes les deux nées en 98, j'avais eu un choc et je m'étais dit waouh, mais moi aussi il faut que je ressemble à ça. Sauf que à 12 ans généralement tu ressembles pas du tout à ça, enfin c'est pas possible, et tu n'as pas le style d'une femme de 25 ans à 12 ans. Toute cette culture visuelle qui m'entourait, qui n'est pas forcément une culture liée à ma famille, parce que comme je l'ai dit, au sein de ma cellule familiale, ma mère n'avait pas du tout cette représentation de la féminité, et ça m'a quand même poussée à avoir cette envie. Je pense que c'est aussi une sensibilité naturelle parce que j'ai adoré la mode déjà à cette époque. Ça m'a donc toujours donné envie d'être dans cette projection de la féminité hyper caricaturale. Et après je vous ai dit, j'avais aussi un côté beaucoup plus déjanté en tant qu'enfant, un côté beaucoup plus fantaisiste. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que quand on est enfant, on a beau déjà être matrixé par la société, les projections de féminité, de virilité, etc. qu'on bouffe à toutes les sauces depuis qu'on est petit, on a quand même encore une marge de manœuvre assez grande qu'on va perdre à l'adolescence malheureusement, qui est en fait un espèce de je m'en foutisme vis-à-vis des autres, à une certaine mesure bien sûr, mais quand même, l'espèce de liberté vis-à-vis du regard des autres qui permet de par les habits et la mode de s'habiller un peu comme on veut. Pour ma part, ça a été une suite d'expérimentations, notamment au niveau des lunettes. Pour tous ceux qui s'étonnent de mes lunettes à l'heure actuelle, ça vient d'un processus beaucoup plus enfoui, mais aussi de mes coupes de cheveux. Je me suis quand même coupé les cheveux à la garçonne. Enfin, c'était lié bien sûr au choix de mes parents, parce qu'on n'est pas vraiment indépendant du point de vue de la volonté à cet âge-là, mais quand même en fait. Et je trouve ça génial en fait, parce que c'est une forme de liberté vis-à-vis de soi. On se moque un peu de ce à quoi on ressemble, qu'on perd dès que la puberté advient. Ça fait pas de cadeau. Je passe à la deuxième partie de cette vidéo qui est la préadolescence. En effet, avec la préadolescence advient le regard inquisiteur de l'autre. Et en fait, c'est impressionnant comme la cour de récré du collège reproduit un espèce de microcosme de société
avec des stratifications sociales, des échelonnages, des jugements de valeur qui vont être produits à l'échelle du collège en fait. Et le look, la mode, va être un élément clé pour se positionner dans cette stratification sociale et mondaine du collège. Pourquoi est-ce que la mode est si importante au collège? Parce que déjà on a un rapport au corps qui se chamboule totalement puisque puberté hits. Nous notamment les filles, on va avoir nos premières règles, on va avoir les seins qui poussent, on va avoir des poils de partout qui vont pointer le bout de leur nez. C'est déjà hyper violent de le vivre, mais en plus de ça, va commencer à accorder une importance majeure et centrale au regard de l'autre. On va vouloir s'adapter pour pouvoir être accepté au sein de la communauté. Pour ma part, de manière plus personnelle, j'ai eu un rapport au corps qui s'est assez inversé parce que, comme je vous l'ai dit, quand j'étais vraiment dans l'enfance, j'avais qu'une hâte, c'était d'être une femme parce que je voulais adopter toutes ces ablutions dites féminines qui me fascinaient. Et bien, quand je suis arrivée au collège, j'ai eu une peur de la féminité, une peur et un refus de la puberté totale parce que, comme je vous l'ai dit, je faisais beaucoup de danse et que mon rapport à mon corps a été dicté par le rapport au corps que j'avais lors de mes cours de danse en fait. Et je voulais devenir danseuse, c'était mon rêve de petite fille. Je savais très bien que les danseuses, c'est des petites filles en fait. Alors bon, elles sont hyper musclées et tout, mais elles ont très peu de seins, très peu de hanches, pas de fesses. C'est des filles quand même hyper maigres. En arrivant au collège, j'ai commencé à grandir et j'ai commencé à entrer dans ma puberté. Et ma puberté, je la voyais comme une entrave à mon rêve de devenir une danseuse. Et c'est là qu'est devenu un rapport assez malsain à mon corps parce que je me suis dit, il faut que je m'empêche de grossir, il faut que je m'empêche de devenir une fille en fait. Pour moi, l'adolescence, enfin la préadolescence a été assez violente parce que j'ai grandi d'un coup. J'ai eu de l'acné assez vite, j'ai eu des vergetures assez vite. Tout ça, je le refusais en bloc, je trouvais ça horrible, dégoûtant. Plus le fait de se voir 6 heures par semaine en tutu et en juste au corps dans un miroir, ça aide pas forcément pour s'accepter. C'est là qu'advient donc les premiers complexes. Et franchement, toutes les photos que je vous montre parlent d'elles-mêmes. On le voit à ma tête que j'étais pas épanouie, que j'étais mal dans ma peau, que j'étais pas bien. Je souris pas, je suis genre... Je m'excuse d'être là. Je me suis dit que c'était à cette époque-là de notre vie que se cristallise de manière la plus cinglante le paradoxe consubstantiel à la mode qui en fait est que la mode est une instance créatrice qui ouvre la possibilité de se conformer ou bien au contraire de s'individualiser. Au collège, on ressent le besoin de ressembler aux autres pour être accepté, pour faire partie d'un groupe, c'est hyper important pour s'identifier aussi. Et en même temps, on a besoin de se comprendre, on a besoin de s'étoffer, de devenir quelqu'un. On se pose plein de questions sur soi et toutes ces questions elles ressortent par la manière dont on paraît, par la manière dont on s'habille. Il y a donc une tension hyper forte pendant le collège entre le désir de mimétisme et le désir de singularité. Ça peut se résumer par cette phrase que je cite et qui vient du livre L'Empire de l'éphémère de Gilles Lipovetsky. La mode est donc fondée historiquement sur la valeur et la revendication de l'individualité, sur la légitimité de la singularité personnelle. Autrement dit, la mode est l'ouverture du droit à la personnalisation. Et ça, on s'en rend bien compte quand on est ado ou pré-ado au collège. Et pourtant, c'est super dur de s'affranchir et de s'émanciper du regard de l'autre. Au collège, c'est aussi le début des subterfuges de l'apparence. C'est à cette époque-là qu'on va commencer à se maquiller, qu'on va commencer à se lisser les cheveux, à porter des soutiens-gorge rembourrés, etc. On va commencer à croire que notre apparence n'est pas suffisante, qu'il faut venir la compléter, l'étoffer. En troisième, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic parce que je me suis blessée, j'ai eu une fracture de fatigue et j'ai dû arrêter la danse pendant 6 mois. J'ai découvert du coup, à cette époque de ma vie, la mode. J'ai découvert la mode et j'avais beaucoup plus de temps pour étoffer cet intérêt que j'ai eu pour en faire en fait une nouvelle passion. Et donc en arrêtant la danse et en me rendant compte que j'allais jamais devenir danseuse et qu'il fallait que je fasse une croix sur ce rêve-là, même si c'est très difficile parce que c'est un rêve d'enfant, ça a été aussi libérateur. Alors certes, la mode a aussi un rapport au corps complètement fucked up et très autoritaire. Certes, il y a toujours cette prégnance et cette injonction à la minceur maladive, mais c'est quand même une voie alternative qui m'a été montrée par la mode où je me suis dit, en fait, l'apparence, c'est quelque chose qu'on choisit et ça nous octroie un pouvoir incroyable. Et je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, je peux m'habiller comme on veut, et ça va dicter la manière dont les autres vont me percevoir. On en arrive donc à ma période lycée, à ma période d'adolescence un peu plus mûre, on va le dire.
Je me rappelle très bien de mon jour de rentrée en seconde et de la tenue que j'arborais. Et je me rappelle aussi très bien que je m'étais dit en arrivant au lycée, la première semaine de cours, chaque jour tu mets tes habits les plus bizarres, les plus originaux, les plus fucked up. Comme ça tu habitues les autres et les gens de ta classe à te voir avec des accoutrements un peu particuliers et inhabituels. Dès la première semaine de cours, tu donnes le ton et comme ça après tu oseras, sans plus te poser de questions, porter tout ce que tu veux. Je m'étais vraiment dit ça. Ça correspond à une idée commune mais qui se vérifie, selon laquelle le lycée en fait va faire tomber un certain nombre de masques et que l'entrée au lycée c'est une entrée dans la liberté aussi. On n'est plus dans cette espèce de microcosme du collège hyper anxiogène. Comme je l'ai dit, j'avais entamé déjà cette recherche sur la mode en troisième, mais je l'ai vraiment approfondie en étant en seconde et notamment à la fin de ma seconde, j'ai fait quelque chose qui a changé ma vie. J'ai coupé mes cheveux. Jusqu'alors, j'avais les cheveux hyper longs. Et en coupant mes cheveux, c'est hyper symbolique, mais il y a plein de choses qui sont tombées sur mon rapport à mon corps, sur la vision de la beauté que j'avais et de la féminité que j'avais jusqu'alors. Comme quoi, des fois, changer de coupe, ça peut quand même être un élément déclencheur. C'est aussi la période où je commençais à aller à Paris toute seule pour préparer Sciences Po, parce que je préparais Sciences Po, LOL à l'époque. Et donc, je faisais mes petits voyages, j'allais voir ma sœur à Paris, je dormais dans son appart, je faisais ma life. Et en fait, Paris a été pour moi la projection de tous les désirs et tous les fantasmes que je pouvais avoir sur la mode. C'était la ville où je voulais aller vivre. Ça a été hyper libérateur ces séjours à Paris parce que je me rendais compte qu'en fait je pouvais être anonyme. Et ça c'est un sentiment que j'ai jamais eu dans ma ville de lycée parce que tout le monde se connaissait. Et à Paris j'allais, personne me connaissait et ça donne une liberté dans son identité qui est assez grandiose et qui est assez jouissive parce que du coup on peut être n'importe qui. D'autant plus que Paris était une ville quand même beaucoup plus cosmopolite et aux influences beaucoup plus diverses que ma petite ville de campagne où grosso modo je voyais tout le temps les mêmes choses. C'est aussi la période où j'ai ouvert mon premier blog de mode. J'ai ouvert mon premier blog de mode quand j'étais en seconde et en fait je me rends compte que le digital a eu une importance majeure dans mon rapport à la mode parce que comme je l'ai dit, j'avais pas vraiment accès à toute la culture mode vivant dans un petit village du fin fond de l'Alsace. Même les magazines de mode, je pouvais pas les acheter, enfin ceux que je voulais, ceux dont je vous parlais dans ma dernière vidéo. Internet a été une clé pour découvrir la mode et étoffer mon propre style et notamment à travers Tumblr, une ère, une époque. J'ai remonté tout mon fil Tumblr pour un peu voir le mood dans lequel j'étais. Donc voici des images, des trucs que je rebloguais sur mon Tumblr. Et en fait, je me rends compte que mon esthétique a été hyper imprégnée de cette esthétique Tumblr qui correspond à un truc hyper mélancolique, hyper dark. Et une esthétique à laquelle on obéissait un peu toutes les Tumblr girls. Mais il y avait aussi toutes les Brandy Melville girls. Il y avait Lana Del Rey à cette époque qui faisait un carton et qui a vraiment lancé cette culture esthétique, cette culture visuelle sur le web, qui a complètement métamorphosé mon rapport à la mode, mais qui a en tant que telle aussi complètement bouleversé la mode. C'est-à-dire que toutes ces Tumblr girls, genre Joanna Kushta, elles ont quand même amorcé le phénomène d'influence ou d'influenceur qui a éclos de nos jours en fait. Quelles sont les conséquences d'une telle esthétique véhiculée sur internet? J'en avais déjà parlé dans un article qui s'appelle l'esthétique de la souffrance. Je vous le mettrai en barre d'infos. Selon moi, cette esthétique Tumblr, elle avait aussi ses côtés un peu malsains. L'anorexie avec les pro-Anna, l'anxiété, la phobie sociale, tout ça c'était quand même un peu le cœur, la matrice de l'esthétique Tumblr. Ce qui, quand t'as 16-17 ans, n'est pas forcément hyper sain. Et ça on revient encore à une forme de féminité fantasmée, une forme de féminité enveloppée de mystère dans la mélancolie, une forme de mirage. Et ça correspond encore tout simplement à une case, à une féminité archétype qui rejoint un peu l'image de la femme fatale selon moi. Une case dans laquelle il faudrait entrer, une étiquette qu'on va se coller sur la tête, etc. C'était quand même grave dark. Et finalement, je me dis que le moment où on peut avoir une relation à son corps et à l'image de son corps créée par la mode plus sereine, plus apaisée, c'est le moment où on refuse de rentrer dans des carcans, où on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'obéir à certaines règles pour être féminine, du moins pour être soi-même. En fait, c'est un moment où on refuse de correspondre à un type, à une typologie. Et quand on se dit qu'on va être soi-même sans vouloir forcément projeter sur le corps une multitude d'images différentes. Même si on peut le faire par la mode et que c'est très amusant, je trouve que le moment où on grandit vraiment et on sort de l'adolescence, c'est le moment où on se dit tout simplement qu'on n'a plus besoin de ressembler à ci ou à ça pour être ci ou
ou ça. Je sais pas si c'est très clair. Voilà, c'était un peu l'évolution de mon style. Je sais pas ce que ça vous a inspiré. Je sais pas si vous, surtout vous les filles, quand vous étiez plus jeunes, vous avez aussi obéi à ces espèces de tensions. Si vous êtes positionné de manière très différente que moi vis-à-vis de la féminité quand vous avez grandi, quand vous étiez ado. Parlez-moi un peu de votre rapport à votre corps, de votre rapport à la mode quand vous avez grandi. Je serais ravie de pouvoir vous lire aussi sur ce point de vue-là pour voir s'il y a eu des disparités dans la constitution et la construction de notre individualité. J'espère que la vidéo vous a plu. On peut se retrouver sur mon blog ou sur ma page Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Force et honneur pour le confinement. On voit le bout enfin. J'espère que vous tenez le coup. On reste ensemble. Gros bisous, bonne journée, bonne soirée.